Bonjour à toutes et à tous, je suis Mathieu Charrier, ravi de vous accueillir dans 9e art, le podcast de la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image d'Angoulême. Dans chaque épisode, une autrice ou un auteur se raconte, revient sur sa pratique, sa carrière, son actualité, sa vision du 9e art et répond à notre questionnaire de Proust version BD. Alors, je suis né à la fin des années 60 déjà, et je suis auteur de bande dessinée et je dessine. On me demande n'importe quoi, si c'est dessiné, je m'en occupe. Mais j'aime beaucoup la partie auteur de bande dessinée. Bonjour Hugues Micol. Bonjour. Merci d'être avec nous dans ce podcast. Tu viens de sortir une BD qui s'appelle Agougia, qui est assez différente de ce que tu avais fait jusque-là, on va en parler. Juste d'abord en quelques mots, Agougia c'est le nom de ton héroïne principale, ça se passe en Corse et on est dans quelques années. On peut dire qu'on est dans quelques années, même moi si je la vois plus comme une histoire fantastique que de science-fiction. C'est pas une BD de prospective, c'est pas ma vision de la Corse dans le futur, c'est une vision caricaturale. Enfin, c'est ce que j'aime bien dans la SF, dans le fantastique, c'était l'aspect fable de la chose. Donc j'ai pas cherché à être d'une crédibilité absolue. C'est toujours un peu... Moi, il y a toujours une partie un peu potache. Voilà, j'ai mis des petites voitures volantes parce que ça fait SF. Et c'est des références aux films, aux BD des années 70. Moi, à la base, je voulais faire une sorte d'hommage à Valérian. Enfin, une BD, une manière de BD années 70. C'est quand même une BD... où le réchauffement climatique est poussé à l'extrême, on est en Corse, le tourisme de masse s'est installé, c'est-à-dire que c'est quand même une vision un peu pessimiste de l'avenir. Oui, et en même temps, ce serait difficile de faire autrement. Bah, c'est l'idée de la fable, hein. On parle plus du temps présent que du futur, enfin moi c'est... voilà, quoi. J'ai l'impression que tes dernières BD sont comme ça un peu plus politiques, que ce soit Scalp, on était quand même sur une vision de l'impérialisme américain, que ce soit Blackout évidemment sur cet acteur noir gommé de l'histoire, là sur ce qui se passe dans le monde, le réchauffement climatique, le tourisme de masse. L'impression qu'on est loin de la planète des vulves, de tumulte. Je crois qu'on peut parler de maturité à un certain âge. Non, c'est vrai. Et du coup là je suis en train de réfléchir et je voudrais faire un truc... je voudrais retrouver mon état d'esprit de jeunesse, justement, parce que c'est vrai que ces derniers temps, j'étais un peu... pas sérieux, parce que j'y arrive pas. Enfin, j'ai l'impression, hein, moi, personnellement. Même Scalp, qui est très noir. Moi, il y a toujours un peu de burlesque et de choses, même si c'est très sombre. Mais on a l'impression quand même qu'aujourd'hui, les auteurs de BD sont peut-être plus ancrés dans leur époque que dans les années 60 ou 70, ou en tout cas plus dans de la BD qui raconte la société. Alors moi, je pense qu'il y a une influence énorme parce que maintenant, je suis en atelier depuis 2-3 ans avec des plus jeunes que moi. Et voilà, il y a une influence des trentenaires, des quadras. Ça, c'est sûr, ça a dû jouer un peu. Voilà, on essaye de comprendre le monde parce que je trouve qu'il y a, même si je suis pas énorme, mais c'est pas énorme la différence d'âge, mais quand même, je trouve qu'il y a des choses très... Voilà, des questionnements, des trucs qui me sont un peu passés à côté. Donc... j'essaye de comprendre le monde d'aujourd'hui et les gens d'aujourd'hui. C'est-à-dire des auteurs plus dans leur époque, finalement. Ah, moi, j'ai jamais été dans mon époque. Donc, c'est bien de voir... Oui, non, il y a des problématiques. Bah, on sent qu'aujourd'hui, oui, il y a des problématiques de tout, quoi. Tout. L'influence de la sociologie et tout. Non, c'est drôle, ils n'ont pas du tout le même rapport aux choses que... Enfin, pas du tout, c'est pas vrai. Mais disons que voilà, ça m'a, je sais pas. Ouais, ils sont plus en phase avec le monde, peut-être plus, pas militants, mais non, c'est des petites différences, c'est assez marrant. Mais ça me nourrit de trucs, donc peut-être qu'il y a ça qui a joué. Mais c'est vrai que là, en ce moment, j'aimerais bien aussi retrouver un peu de légèreté, voilà. Dans Agougia, tu reviens à un gaufrier plus classique, tu reviens à la couleur, ce que tu as peu fait. Tu es édité chez Dargaud, qui est un éditeur grand public. Tu avais une volonté de toucher un public plus large ? Oui, non, mais moi je me donne toujours un cahier des charges. Donc je vais pas faire le même album, que ce soit pour Cornelius ou pour Futuro ou pour Dargaud. Donc Dargaud, moi j'ai dit, hein, c'est vraiment une BD un peu dans l'esprit de Valérian, de Möbius, de Lincal, de toutes ces BD qui m'ont nourri enfant. Donc je voulais, gaufrier classique, des grandes planches, faire des couleurs sur des bleus comme on faisait avant Photoshop. Vraiment garder cet esprit. Et puis même une décoration, enfin
une direction artistique, production design un peu comme ça, un peu vieillotte, quoi. Je fais pas du tout des vaisseaux, des machins ultra modernes. Ils ont toujours un côté un peu série B, moi, un peu carton-pâte. Enfin voilà, retrouver un esprit avant Photoshop, quoi. Un truc manuel. Et pareil pour l'histoire et tout ça. C'est sûr que j'étais dans une optique très grand public. Essayer de faire une BD aimable. C'est quoi une BD aimable? Je pense où on a un peu toutes les clés. Il y a une narration claire. Au début, ma petite Agouga, elle était pas bien jolie. Elle était pas. Alors pour le coup, elle était pas aimable. Elle jurait comme un charretier. Elle était hyper grossière et tout. Et on en a parlé et elle a raison. Et c'est vrai qu'à l'écrit, le langage parlé, vulgos, ça marche pas en fait. Et donc maintenant, elle fait pas faute de français. Elle jure pas. Et en fait, c'est mieux. Et c'est des trucs ça. Je pense que j'aurais fait une BD dans un cadre indé comme ça, j'y serais allé à fond dans un autre truc, et c'est pas ce que je voulais. Ça aurait un peu dénaturé le propos, qui est vraiment, je lui dis, une petite fable. C'est vraiment une petite série B, c'est une petite course-poursuite toute simple. Voilà, un petit truc pour la Corse, que j'aime beaucoup. Enfin, j'ai pas fait l'enquête Corse, ni Astérix. Il y a pas, voilà, il y a des petits comme ça, des petites silhouettes de gens un peu corse, un peu clichés, parce qu'il faut, mais je suis pas allé dans le côté affairiste, dénonciation politique, c'était pas du tout mon propos. Tu dis ta petite Agouga, justement, comment t'imagines tes personnages? Je lisais une interview où t'expliquais qu'un personnage au cours d'un album, il peut évoluer, notamment physiquement, il peut changer de physique. Ça peut coincer vis-à-vis des lecteurs. Moi, j'aime bien ce côté. Peut-être ça vient de Möbius, qui aimait bien, parce que moi, ça me plongeait dans des abîmes de circonspection, là. Quand je voyais John D. Fool qui avait un nez tout fin et après un gros nez, je me disais, mais qu'est-ce qu'il veut dire? Et en fait, je trouve ça vachement. Et bon, bref, mon personnage, il évolue parce qu'au début, elle est un peu comme on est en ville, donc elle est un peu, voilà, elle a ce gros blouson qui la boudine un peu, elle a sa capuche, machin. Et c'est vrai qu'après, elle s'amincit. Et je pense que c'est parce que, contrairement au cinéma, nous, on n'a pas l'incarnation. Moi, je trouve que la force du cinéma, on dit toujours un réalisateur, très bien, mais les acteurs, ils portent un truc, ils incarnent, quoi. Et nous, on peut incarner les choses que par le dessin. Donc je me dis, si physiquement les personnages changent légèrement, on peut introduire une forme de vie. Donc c'est un changement travaillé, c'est pas qu'à force de la dessiner. Mais c'est du travail. Mais la bande dessinée, ce n'est que du travail, jeune homme. Oui. Enfin, il y a une part d'inconscient, mais que je pourrais corriger. Mais j'aime bien justement me laisser porter par mon intrigue, par ce qu'il raconte, et puis le personnage, il évolue presque malgré moi, mais c'est un peu l'idée quand on fait une histoire, je trouve, c'est de se laisser guider par ses personnages. Moi, je suis vraiment un dessinateur d'instinct, hein. Le savoir-faire, tout ça, ça me rebute un peu, donc j'essaie d'être le plus vivant possible, en fait. C'est ce que je recherche. J'ouvre une parenthèse, mais tu parlais de Moebius, faut quand même que tu nous racontes ta rencontre avec lui. Vraiment? Parce que c'est pas très aimable pour moi. Non, oui, Moebius, je l'avais rencontré ici même, là, au CNBDI. C'était les rencontres du Major, c'était Charles Berberian qui avait organisé ça. Et non, mais je le vois, moi j'étais hyper intimidé, c'est quand même Jean Giraud, c'est un peu... c'est énorme, hein, c'est toute mon enfance. Bon, et puis bref, il était en avance un peu, moi aussi, donc je lui dis, monsieur Jean, je crois que je l'appelais, je sais pas comment l'appeler, et tout. Je me dis, ah ouais, toi c'est quel ah ouais, Micole, c'est quel? Ou alors le dessin, ça va pas du tout, c'est complètement naze, et tout. J'étais, bon, super, et tout. Mais il me dit, en revanche, l'histoire, les personnages formidables, ça c'est super, et tout, machin. Je dis, ouais, vous savez, moi, déjà, me dire que vous l'avez lu, je suis trop content. Il me dit, je l'ai pas lu. Voilà, c'était ma rencontre avec Moebius. Mais moi, j'adore, hein. Respect absolu. Moi, ça m'a tellement fait rire. Je suis très content. Alors, ma petite histoire avec le grand, le King. Est-ce que tu privilégies, quand tu fais un album comme ça total, c'est-à-dire à la fois scénario et dessin, est-ce que tu privilégies le scénario ou le dessin? J'ai toujours un cahier des charges quand je fais une BD. J'ai toujours une approche d'abord formelle, hein. D'abord, ce que je veux faire. Pareil, j'ai fait une BD qui s'appelle Le chien de Chambara. C'était la couleur direct. Donc, comment on fait un album direct. Et après, à partir de ça, je suis arrivé sur un truc de samouraï et tout. Mais la base, c'était là, je voulais faire une fable, un truc un peu à la Valérian. Donc, gaufrier, donc les couleurs avec des bleus. Donc je me suis dit, de la SF, c'est très 70, mais en même temps, pourquoi pas le mélanger avec le côté
film français produit par la région Corse, quoi. Enfin, un côté naturaliste, et boum, on fait clash. Mais là, pour une fois, alors autant mes albums, c'est quel là chez Cornelius, tout ça est semi-improvisé parce que ça n'existe pas vraiment, mais c'est ou Scalp, tout ça c'est un work in progress. Même Saint-Rose, bon Blackout, j'avais un scénario donc ça allait, mais même il y a une part d'impro. Alors que là, j'ai commencé par un synopsis, je l'ai travaillé, après c'est devenu un scénario, après c'est devenu un scénario dialogué, après j'ai fait tout le découpage. Tous les crayonnés, et après j'ai vraiment fait même la méthode à l'ancienne, quoi. Super. Mais après, je raisonne toujours en dessinateur, moi. Donc même si j'ai écrit le scénario, je pense toujours à ce que je vais dessiner. C'est la base quand même. Parce que je sais que la mode là, c'est tout le temps de dire je suis un raconteur d'histoire. Moi, je dis je suis un dessinateur d'histoire. Mais vraiment, hein, moi, c'est quand même le dessin qui est à la base du truc de toute façon. Et un dessin sur papier. Oui. Ouais, alors là, le numérique, non, Mais après, moi, je respecte très bien les gosses, les trentenaires, ils font des trucs hallucinants et tout. Moi, j'ai essayé. J'ai mon petit collègue, là, Léo, qui veut toujours que j'essaye son iPad. Je n'y arrive pas. C'est le virtuel, je ne comprends pas. Il n'y a pas de fin. On peut toujours revenir en arrière. Il n'y a pas de tension, quoi. Moi, j'ai besoin de pouvoir me planter et d'avoir une petite... voilà. J'adore dessiner à main levée, des trucs comme ça pour un minimum d'insécurité. Là, on peut toujours revenir en arrière, on peut continuer à l'infini, changer, machin. Le truc, il n'existe pas. Le vivant, il est unique. Là, c'est pas du vivant parce que le truc peut être reproduit à l'infini. Moi, même philosophiquement, je capte pas le truc. Moi, j'ai besoin de mes papiers, j'ai besoin de mes rustines. Même les petites corrections, je vais faire ça au Tipex, enfin au Pintel. Et puis, je vais tout faire, mes petits découpages, mes petits machins, j'arrive pas à... C'est très bizarre. Comment tu sais qu'un dessin ou qu'une planche est réussie et terminée ? Mais jamais, c'est jamais réussi. C'est une bonne question, parce que tout est là, quoi. Parce que j'aimerais redessiner la plupart de mes BD, mais c'est un truc débile, parce que en fait, je me rends compte que je ne saurais plus faire. Là, je regarde les dessins que je faisais il y a 20 ans, que je trouvais nul, et puis je me dis mais merde, c'était pas si mal, et je serais incapable de le refaire. Alors on s'arrête au moment où on se dit qu'on a plus à perdre qu'à y gagner, je pense. Mais parce que quand je fais mes bouquins de couleurs là, de dessin chez Cornelius, ou alors là c'est vraiment, là je suis dans une phase vraiment de pure recherche où j'improvise total, parce que par exemple je fais des fonds de couleurs, au début j'ai jamais d'idée en tête, je sais pas où je vais, je monte la mayonnaise petit à petit. Et puis donc je déplace un truc à gauche, donc ça modifie. Enfin, c'est comme une petite équation que je résous. Mais après, il faut savoir s'arrêter. Ouais, je pense qu'il y a un petit moment comme ça où on se dit. Mais souvent là, je parle de ça parce que souvent c'est des dessins que je fais, puis je les laisse reposer, puis je les ressors 3 mois après. Puis là, je me dis ah ouais non ça va pas, et je refais. Puis je laisse encore 15 jours. Ce qu'on peut pas faire avec une BD parce qu'il y a des délais de fabrication et tout. Mais c'est vrai qu'il y a toujours. Donc faut être très concentré sur la BD pour essayer de faire au mieux. Puis c'est pas le même enjeu, quoi. On est là pour raconter une histoire, enfin pour dessiner une histoire. Donc il faut que le truc soit carré, que ça marche. On n'est pas là dans la recherche à faire des cases hyper arty. Non, c'est d'abord le récit quand même. C'est le moment où on passe à notre questionnaire de Proust version 9e art. T'es prêt ? Allons-y. Je n'étais peut-être pas au courant. La première BD que t'as lue ? Alors, la première BD que j'ai lue, je ne sais pas, mais celle qui m'a vraiment marqué, genre épiphanie totale, c'est Aigle solitaire, Jean Giraud, Charlier, Blueberry. J'étais pas vieux. Pour moi, j'ai 9 ans. C'est mon cousin qui m'avait offert ça. Ça, alors là, ça m'avait défoncé la tête, quoi. De voir... alors là, je parlais d'incarnation, de voir ces cow-boys, on sent l'odeur de la poussière, du whisky, du sang, c'est hallucinant. Quand on lisait, moi j'adorais Astérix, j'avais sûrement dû lire des Lucky Luke et des Astérix, mais justement on passe de ce côté BD belge qui est sublime, hein, mais qui est propre et tout, à cette espèce de les chevaux là. Ah, ça m'avait vachement marqué, ouais, ça c'est clair. La meilleure BD de tous les temps. Alors moi, ma petite chouchoute que j'adore, une comme ça change tout le temps, mais quand même c'est du comics, hein, c'est Mazzucchelli
et Miller, là, même si je suis pas fan de Miller, mais là, Year One, Batman de Mazzucchelli, moi je le trouve, il a 26 ans quand il fait ça, il maîtrise le truc, il est intelligent, parce que là, dans l'édition que j'ai, il y a ces petits bonus où il raconte justement sa démarche, comment on dessine un super-héros et tout, et je trouve toutes les planches, noir et blanc, prodigieux, couleurs magnifiques, on n'a même pas besoin de lire, à la limite, parce que je l'ai en anglais, et du coup je comprends pas toujours tout, mais c'est vraiment d'une puissance de... Les Américains, ils peuvent être balèzes. La plus belle couverture de bande dessinée. C'est pas la plus belle, mais celle qui m'a vachement marqué aussi, parce que je l'ai repris pour un album que j'ai fait avec Bonneval, là, pour Bonneval Pacha. Je pense que ça doit être le tome 2. C'est La jeunesse de Blueberry, je pense que c'est le tome 1. Pareil, Giraud. Mais je pense qu'il lui-même a repris un tableau. Il me semble que c'est un tableau américain du 19e qu'il a repris, mais ce serait pas ça. Mais c'est magnifique, quoi. La plus belle case de BD. Plus belle case de BD. Un truc, non mais c'est pour placer parce que je l'aime beaucoup, c'est Anna Brandoli. C'est une dessinatrice italienne qui a fait un peu de BD, mais très peu malheureusement dans les années 80 chez Glénat. Et il y avait une BD qui s'appelait Rebecca et je pense qu'elle avait fait, alors c'est pas une case, je triche, il y en a plusieurs, mais elle avait fait comme un petit générique, elle présente ses personnages avec les noms, une petite phrase de Kerolo, le scénariste. Et ça m'a vachement marqué. Son dessin, il est une influence, moi je m'en suis rendu compte sur le tard, quoi, comme elle m'avait vraiment influencé, quoi. Il y a une espèce de charme italien que j'aime beaucoup. Voilà, Brandoli, ouais. Est-ce qu'il y a une BD que tu aimes mais que t'as honte de l'avouer ? Que j'ai honte d'aimer. Moi, je suis fan de comics. Alors, Marvel a tellement mauvaise presse en ce moment que moi, Kirby, je trouve que c'est comme Giraud, quoi. C'est des mecs qui sont... c'est des kiwats, ça déraque pour être à la mode. Mais non, ils sont... Donc, ouais, les comics... Ton meilleur souvenir de festival ? Mon meilleur souvenir... non, il y en a plein, mais... ouais. Moi, ce que j'aime, c'est les petits... Je me souviens d'un festival... dans une petite ville de province un peu chic comme ça, organisée avec les petites dames patronesses qui font leur petit festival littéraire, et puis il y a le collègue du coin qui connaît les gens parce qu'il est du coin et qui invite donc ses copains. Là, moi, il m'avait invité pour Séquelles, et les gens, les organisateurs étaient horrifiés, quoi, par une espèce de BD de cinglé, et se demandaient ce que c'était, et c'était ça me fait marrer. Ton pire souvenir de festival ? Ouais, non, mais ça dépend de l'humeur dans laquelle je suis, mais il y en a, ouais, où c'est abusé, quoi. On sort, je me souviens d'un vers Bordeaux, ouais, on sort du train, le premier train, donc on arrive crevé, c'est allez au boulot les feignasses, vous êtes pas là pour vous... Enfin, l'humour de lourdingue que peut avoir souvent quelques organisateurs, quoi. Et on dédicace il y a un côté, en fait, dans les festivals souvent, qui peut être un peu, j'espère que personne m'écoute, qui peut être un peu Sojotech, ouais. Il y a un petit côté Marielle dans les galettes de Pont-Aven. Moi, je pense que alors serein. Alors j'ai pas mon parapluie, mais alors j'ai ma BD. Alors la maison d'Argo vous propose à Gougia 64 pages de divertissement. Alors c'est pour qui? Et puis après on bouffe le petit céleri rémoulade avec les collègues, et puis on reprend son petit train. Et ouais, c'est un petit peu. Ouais. Moi je dis souvent ça. Voilà, j'ai mon petit SAV de la Sojotech en province. Voilà. Mais bon. Ton personnage de BD préféré ? Bon, peut-être Captain America. Parce que c'est Kirby, et il en fait un truc tellement délirant, parce qu'au départ, c'est un truc de propagande. Donc c'est quand même, déjà, le personnage complètement fou, quoi, habillé en drapeau américain, il est kitsch, en diable, mais il arrive à en faire un truc super. Et puis après, il se bat contre des extraterrestres. Enfin, c'est complètement perché, c'est hyper pop. Dans le bon sens du terme, parce que maintenant c'est vrai que c'est très galvaudé, mais c'est lui qui a créé ça, quoi, en 41, donc fort. Et je trouve ça magnifique, ouais. Captain America, c'est un impact quand même énorme, hein. Et ton personnage de BD détesté ? Alors quand j'étais petit, je sais pas pourquoi, et j'espère que ça va pas me faire d'histoire, c'est Is No Good. je supportais pas. Je suis sûr, il faudrait que j'en voie, parce que je suis sûr que c'est très bien dessiné et tout, mais alors, vraiment ça me tombait des mains. Je sais pas pourquoi. J'ai fait pas repenser depuis très longtemps. Mais ouais, alors Is No Good, vraiment, je crois que j'ai jamais pu lire ça. Et le Vagabond des Limbes aussi. Voilà, je vais me faire des ennemis. Je vais trouver ça. Puis non, mais il y en a d'autres, hein. Là, je peux pas les dire. Tu dessines dans le calme ou en musique ?
Je peux. En ce moment, je suis dans un mood plutôt calme. J'écoute des musiques un peu planantes, des trucs genre Sigur Rós, je sais pas, des trucs islandais perchés là avec la petite voix de Castra. Mais j'aime bien, ou des musiques genre le truc en boucle, là, genre Interstellar, là, le truc les orgues. Ça, c'est des trucs. Mais quand je suis un peu fatigué et tout, je me fous du hard rock. Et là, je peux aller plus vite. Mais en fait, je bosse assez peu en musique. J'écoute surtout la radio, des gens qui parlent. C'est un rythme plaisant, puis ça me prend un côté du cerveau qui m'empêche d'être stressé sur mon dessin, quoi. Couleur ou noir et blanc? Ouais, noir et blanc. Enfin, ouais, non, les deux. Alors, le noir et blanc BD, couleur dessin. Enfin, ouais, moi, il me faut les deux, quoi. Et pour finir, un auteur ou une autrice que tu nous conseilles, qu'on connaît pas forcément? Moi, je suis assez bluffé par le travail d'une jeune fille qui est à l'atelier, là, qui est toute jeune, qui s'appelle Zelek Mertal. Voilà. Je trouve ça très, très élégant. En plus, elle fait ça à la main, beaucoup. Et il y en a plein d'autres, mais comme elle est toute jeune, et puis elle ira très, très loin, je suis sûr. Je suis pas sûr si elle fera de la BD vraiment, parce qu'elle est vraiment dans un... Mais c'est ça qui est bien avec les jeunes, en plus, c'est qu'ils assument tout à fait le côté art contemporain ou pas, mais ils ont une démarche très graphique, ils sont influencés par ça, c'est quand même vachement bien. Merci Hugues Micol. Merci à vous. Merci d'être venu dans ce podcast. Dernier titre, donc, Agugia chez Dargaud, et puis tous les autres, Scalp, Blackout, qu'on retrouve notamment chez Futuro, également chez Cornelius, Tumulte, et les autres. Merci beaucoup d'être venu dans ce podcast nous rendre visite. Merci. Et on passe tout de suite, pour terminer ce podcast, à notre coup de cœur de la cité. Coup de cœur qui nous est présenté aujourd'hui par Jean-Philippe Martin, conseiller scientifique. Qu'as-tu choisi ? Alors moi, mon choix s'est porté sur un ouvrage assez inattendu qui est le dernier album de Ralph Koenig, une reprise donc inattendue, à savoir un Lucky Luke, intitulé Chocoboy. Il faut savoir que Ralph Koenig est un auteur qui est surtout connu pour son activisme en matière d'homosexualité, et donc toute son œuvre contient non plus que des références, plus que des allusions à la question, et il s'en tire donc avec brio, jouant avec les références qui sont celles de Lucky Luke, avec la récurrence de personnages comme les Dalton, mais en prenant un petit peu à chaque fois le contre-pied de tout cela, et en montrant un Lucky Luke qui est un Lucky Luke à la fois pacifié et pacifiste, qui, pour la petite histoire, donc décide de prendre quelques congés et pour cela décide de conduire un petit troupeau de vaches suisses, et que se construit aussi une espèce de romance entre deux cow-boys, donc Lucky Luke et puis un autre qui fait son apparition dans cette histoire, et qui nous joue un Lucky Luke à la Brokeback Mountain tout à fait inattendu. Et on redonne donc toutes les références. Donc il s'agit de Chocoboy par Ralph Koenig, l'auteur de Comme des lapins, et donc c'est édité chez Lucky Productions. Neuvième Art est un podcast produit par la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image d'Angoulême, réalisation Mathieu Charrier. N'hésitez pas à commenter ces épisodes, à les noter, à en parler autour de vous, c'est très important pour nous.